Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseur en immobilier, money et life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus profondes et les plus authentiques à propos de l'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout, sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie, comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast. Pour les coulisses du podcast, des partages beaucoup plus personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et de coaching. Cette semaine, on va parler de l'argent dans le couple, tel thème que je n'ai pas abordé depuis 2 ans. 2 ans, vous vous rendez compte? Et pourtant, c'est un thème si central dans nos vies. Pour en parler, j'ai invité Lucille Quillet, journaliste spécialiste des problèmes de genre, de vie professionnelle, du couple, de la sexualité et d'argent, entre autres. Elle est l'auteure d'un essai intitulé « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Le titre annonce la couleur. Et oui, c'est un épisode qui dérange. D'ailleurs, la lecture du livre de Lucille m'a dérangée, m'a agacée. Et puis finalement, m'a quand même un peu remis les idées en place. Il y a des prises de conscience qui heurtent. Et cette conversation en fait partie, car qu'on le veuille ou non, hommes et femmes héritent de ces représentations qui façonnent leur vie de couple et dont les conséquences économiques sont parfois plus le reflet de tendances de fond de société que de choix individuels. Dans cet épisode, on va parler des petites filles qui rêvent d'amour, qui deviennent ensuite des jeunes filles en quête du prince charmant, qui font tout pour ne pas finir célibataires et être de bonnes candidates au couple et continuent ensuite, une fois en couple, à être la variable d'ajustement de la famille pour que toute cette histoire merveilleuse fonctionne. Avec au passage de lourds impacts financiers dont ni les femmes ni les hommes n'ont vraiment conscience d'ailleurs. Cet épisode est une de ces conversations essentielles qui doit permettre à chaque couple de réfléchir et de grandir en réussissant à créer un environnement de discussion sain et dépassionné autour de l'argent. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute. Hello Lucille. Bonjour Delphine. Bon, alors on va parler d'un sujet que je n'ai pas traité depuis très longtemps et que je voulais retraiter. On va parler de femmes. On va parler d'hommes aussi, parce qu'on va parler de couple. Évidemment, on va parler d'argent. Je suis heureuse de te recevoir. J'ai passé ma journée d'hier à lire ton livre. Merci d'avoir lu. Qui a un nom qui a un nom plus qu'évocateur et même un peu provocateur, vous allez tout de suite comprendre. Il est sorti en octobre 2021. Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Qu'est-ce qui t'a pris, Lucie? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Eh bien, en fait, j'ai des grandes oreilles. J'ai envie de te dire ça là comme ça. Donc moi, je suis journaliste et j'écris depuis plusieurs années sur la vie des femmes en général, mais plus particulièrement sur leur vie professionnelle. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire sur la vie professionnelle en étant très empowerment, des conseils de coaching, comment péter plafond de verre, arrêter l'autocensure et tout, ce qui est quelque chose de légitime et d'important aussi. Tu vois, aujourd'hui, je fais une formation pour être coach aussi, donc je veux dire, j'ai pas du tout quitté ce pan-là. Mais c'est juste qu'en fait, à force de traiter le sujet, de faire des interviews aussi avec des coachs, mais évidemment des témoignages de femmes, et qu'elles soient à temps partiel, CEO, auto-entrepreneuse, employée, tout ça, et avec des experts de la mixité, des sociologues, tu obtiens en fait la big picture. Et là, tu te rends compte que le travail des femmes est complètement au croisement entre la vie privée, qui a des enjeux d'argent aussi derrière, et on parle beaucoup des inégalités de salaire, mais moi, c'est vrai qu'en fait, c'est comme si tu veux, ça m'avait ouvert l'esprit. Il y a l'argent qu'on a, celui qu'on touche quand on est payé, et puis en fait, il y a celui qu'on n'aura jamais. Et celui qu'on n'aura jamais, c'est tout l'argent que tu ne vas pas avoir quand tu passes à temps partiel, quand tu refuses une promotion parce qu'il y a des enfants à les chercher à 17h. Et c'est pas que par rapport à la vie professionnelle, si tu veux, c'est même plus généralement, parce que moi, j'écrivais aussi des articles sur la vie de couple, la vie de femme, la charge esthétique, les stéréotypes liés à l'argent, les conséquences d'une séparation, la contraception, le coût de la contraception.
quand tu ne partages pas à 50-50 les frais de contraception. Et en fait, ça m'a donné, si tu veux, une vision très large. Je me suis dit, mais en plus, on a ces idées reçues sur les femmes qui gagnent pas beaucoup d'argent, qui sont pas douées en argent. L'argent, c'est plutôt une prérogative masculine. Et en fait, je me disais, mais c'est quand même le comble parce qu'elles donnent énormément pour que les autres gagnent de l'argent. Elles-mêmes n'en touchent pas. Et celles qu'elles ont, elles le dépensent parfois, tu vois, pour le couple. Moi, il suffit d'aller dans sa salle de bain et de calculer combien coûte son panier moyen de produits. Et de comparer avec celui de son conjoint si on est dans un couple hétéro, bon bah, tu vois, l'écart est vite là. Donc en fait, c'est vrai, je me disais, mais il y a quelque chose à dire sur les femmes et l'argent. Et en fait, le dénominateur commun, si tu veux, de l'argent qu'elles dépensaient, de l'argent qu'elles ne touchaient pas, c'était le couple et la famille. Et du coup, je me suis dit, ça vaudrait vraiment le coup d'interroger le couple hétéro comme un idéal de vie, comme une norme, avec des codes, avec des rôles bien prédéfinis pour chacun, et de voir en fait comment ça façonne notre rapport à l'argent et comment est-ce que ça crée des calculs défavorables aux femmes. Et ça, c'est pas forcément que au bénéfice de leur conjoint, mais aussi au bénéfice de la société plus largement. Donc voilà, donc en fait, on va dire que c'est une mise en perspective de plein de sujets que j'ai traités en tant que journaliste, où je m'interrogeais et je me disais, il y a quelque chose à écrire sur les femmes et l'argent, et le dénominateur commun, c'est le couple, et c'est là où en fait les calculs se font, quoi. Pour te faire une réponse simple et synthétique. Voilà. Exactement. Tu as commencé par une notion que j'ai trouvée assez profonde dans le bouquin, finalement. C'est celle de, effectivement, il y a l'argent qu'on a et l'argent qu'on n'a pas. Exactement. Et je pensais pas débuter l'épisode là-dessus, mais puisque tu en as parlé, je m'engouffre dans la brèche. Et j'étais étonnée. Je sais plus exactement comment tu le formules, mais tu dis effectivement les hommes donnent ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur argent dans le couple. Parce que, remettons les choses en perspective. Tu te concentres énormément sur le couple dans lequel les revenus sont pas nécessairement égalitaires, puisque j'ai plus la statistique sous les yeux, mais 40%... Alors, dans 75% voilà. des couples, celui qui gagne le plus, c'est l'homme. Et en moyenne, au sein des couples, en France, tu as 42% d'écart de revenus. Tu as ces deux stats qui sont quand même très, très parlantes. Donc c'est vrai que parfois on voit autour de nous, on se dit non mais on fait à peu près les mêmes métiers, ou on a le même niveau de salaire. Il faut toujours reprendre les statistiques générales. Les écarts sont vraiment présents encore au sein du couple. C'est pour ça que, voilà, je dis ça pour les auditeurs qu'ils ne s'étonnent pas qu'on parle principalement en fait, de ce standard, de ces 75%, et non pas effectivement des couples dans lesquels il y a plus d'égalité, ou alors où l'inégalité est favorable à madame. Ouais. Après, même dans les couples où tu as une égalité de revenus, tu auras une répartition des dépenses peut-être stéréotypée. Tu auras des calculs qui vont être défavorables. Tu auras, au moment, s'il y a des enfants, au moment où les enfants arrivent, des logiques qui vont être aussi différentes. Donc en fait, c'est pas tellement... Je veux dire, le fait d'avoir des revenus à peu près égaux, ça met pas pour autant le sujet sous le tapis, si je puis dire. Ouais, non, mais t'as raison, on va en parler. Il y a bien de... Parce que ton livre est structuré autour des moments de la vie, donc très tôt, et puis ensuite avant le couple, et puis pendant le couple, et puis après le couple. Et pour en revenir sur l'argent qu'on n'a pas, en fait, à un moment donné, tu dis dans le livre, les hommes donnent dans le couple ce qu'ils ont, c'est-à-dire l'argent, justement, parce qu'ils mettent à disposition leur salaire pour le couple et la famille. Et en fait, les femmes donnent ce qu'elles n'auront pas. Exactement. C'est-à-dire, elles vont donner en général du temps qui se traduira en fait par un manque à gagner ou quelque chose qu'elles n'auront pas in fine, donc un moins de salaire, un moins de retraite et un moins de temps aussi pour elles-mêmes. Donc c'est au bénéfice, donc c'est comme les échanges au sein du couple, on les croit dans un seul sens, on pense à l'homme qui effectivement met son salaire à disposition, et puis on oublie ce que la femme met à disposition pour le bon fonctionnement aussi de cette histoire de famille. Complètement. En fait, moi je trouve ça intéressant de penser à tous les dons qui sont mis dans le panier commun du couple, et donc tu as des dons matériels, financiers, et puis tu as des dons immatériels, le temps.
le care, la disponibilité. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de l'argent, on pense à l'argent qui existe. Voilà, Qui a été gagné, celui qui est sur le compte en banque. Mais on ne va pas penser à la valeur, en fait, du travail domestique, à la valeur que crée une femme qui passe à temps partiel, ou même pas, mais juste qui adapte son travail, ou du moins sa trajectoire professionnelle aux enfants, au déménagement aussi. Tu vois, je pense à une statistique, tu as 90% des conjoints d'expatriés qui sont des femmes. Donc quand tu as une entreprise qui fait une super offre à l'étranger, à Singapour, à Dubaï, à Mexico, où tu veux, tu vois, la plupart du temps, c'est plutôt des femmes qui vont suivre, je déteste ce verbe, mais suivre la carrière de leur conjoint et s'y adapter, tu vois. Donc on est dans ces logiques-là, et en fait, c'est cet argent invisible, parce qu'il n'existe pas, mais en fait, c'est du coût d'opportunité. Et à partir du moment où tu commences à réfléchir au coût d'opportunité et à ce que les femmes donnent dans le couple et à ce qu'elles permettent d'advenir grâce à leur temps et à leurs dons invisibles, là, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore. Donc, c'est vrai que moi, quand tu vois, on a un peu ces stéréotypes, des choses qu'on entend, son partenaire gagne plus qu'elle, elle vit dans un grand appartement, elle est un petit peu entretenue, elle paye que 30% du loyer, elle a quand même de la chance, elle vit bien et tout. Tu dis oui, mais en fait, est-ce que son partenaire, il accepterait de vivre dans un appartement à la hauteur de son salaire à elle? Peut-être pas forcément. Peut-être que 30% déjà de ce gros loyer, c'est beaucoup pour elle. Et puis, en fait, elle n'est pas forcément entretenue parce que peut-être qu'elle adapte plein de choses aussi, tu vois, autour de ça. Donc, je trouve que le côté de ne penser que à l'argent qui existe, en fait, c'est trop facile. C'est trop facile et ça bénéficie toujours aux mêmes personnes parce que du coup, tu vas te dire, c'est quand même des hommes qui sont des grands seigneurs, qui ont le plus d'argent, qui donnent le plus d'argent pour la famille, qui payent plus. Et là, toi, tu viens nous dire que le couple est potentiellement une arnaque et que les femmes perdent de l'argent alors que c'est les hommes qui mettent beaucoup plus leur argent à disposition. Mais si tu prends le problème à l'envers en pensant en coût d'opportunité, tu peux te dire que les hommes n'auraient pas les carrières qu'ils ont, ils n'auraient pas les revenus qu'ils ont, ils n'auraient pas les droits au chômage, les droits à la retraite qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes. Et quand je dis le travail gratuit des femmes, c'est beaucoup de femmes, c'est même pas que leurs compagnes, c'est aussi leur mère, leur tante, leur sœur, tu vois, qui font à manger, qui font des lessives, qui gardent les enfants. Tu vois, typiquement, c'est ça, hein, quand il y a un enfant. Enfin, l'enfance, c'est vraiment le détonateur, on va dire, de tout, même si tu as déjà des inégalités qui se structurent avant. Qui s'occupe de l'enfant, qui va gérer ce temps-là quand il n'y a pas de place en crèche, quand on a des imprévus, et c'est la mère, ou tu appelles la grand-mère, la sœur, la tante. C'est des femmes qui viennent s'occuper des enfants. Et je pense que là, en plus, on va rentrer aussi dans cette même problématique avec la vieillesse. Tu vois, la majorité des aidants en France, ce sont des femmes. Donc, qui va s'occuper des grands-parents vieillissants tu vois, pareil, ça nécessite une grande flexibilité de tes horaires professionnels, de ta disponibilité de temps. Ça veut dire peut-être aussi changer de ville, retourner vivre dans la ville de tes parents qui sont vieillissants, quand voilà, il n'y a pas les moyens de payer une maison de retraite. On peut imaginer en fait tellement de choses à partir de ça. Ouais. Ma mère s'occupait de sa belle-mère. Ouais. Ma mère s'occupait de sa belle grande tante aussi. Enfin, tu vois, les femmes dans la vie de mon père qui n'avaient pas beaucoup de famille. À leur grand âge, c'est principalement ma mère qui s'en occupait, qui allait leur faire les courses, qui allait les visiter, même quand mon père n'était pas disponible, qui allait les chercher pour les ramener à la maison pour le repas du dimanche. Ouais, c'est les femmes qui faisaient ça. Ouais, et ce qui est triste, en plus, c'est que tu te dis que des hommes qui vieillissent ont des femmes pour s'occuper d'eux. Mais vu que 80% des veufs sont des veuves, sont des femmes, il y a des écarts d'âge et puis il y a aussi des écarts d'espérance de vie. Qui va s'occuper des femmes en fin de vie, tu vois? Donc il y a en plus, je trouve, ce côté un peu double peine. C'est-à-dire que tu prends soin des autres, mais il n'y aura personne pour prendre soin de toi. Et puis en plus... Des institutions, mais c'est plus la famille. Ouais. L'homme, il meurt chez lui avec sa femme qui l'aide et qui l'accompagne dans son dernier souffle. La femme, elle meurt
d- éventuellement chez elle, mais seule, mais sinon dans une maison, dans un Bien sûr. hôpital, entourée ou pas, mais c'est pas les mêmes Non. circonstances. Et son Ouais, mari était voilà. plus là à Donc ce en fait, moment-là. je te dis, si tu ouvres la boîte de Pandore, on va dire, de tous ces dons invisibles, que ce soit en termes de care, tu vois, de s'occuper des enfants, des parents vieillissants, de la famille, et puis aussi de la maison, du travail domestique, de la contraception, tu vois, toutes ces activités en fait qui bénéficient au couple et à la famille, mais sont faites majoritairement par les femmes et qui dégagent du temps et des opportunités du coup pour les hommes pour se rediriger vers des activités plus rémunératrices. Encore une fois, enfin, tu vois, les hommes n'auraient pas les carrières qu'ils ont sans les femmes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, je trouve, et qu'en plus, on va dire aux femmes, vous avez bien de la chance, vous avez un mari qui gagne beaucoup, vous n'avez pas besoin de gagner plus d'argent, vous êtes un peu entretenue, vous êtes bien contente quand même de ne pas travailler. Tu vois, ça, c'est aussi... ça me rend un peu folle quand tu entends ça. Tu dis, oui, bon, toi, tu travailles quand même pas beaucoup, ou t'as pu t'arrêter quelques années pour t'occuper des enfants, t'as de la chance, mais allez passer une semaine non-stop à vous occuper d'enfants, on en rediscutera après. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a une femme au foyer qui témoigne, qui elle voulait être femme au foyer, c'était vraiment sa volonté, mais elle dit, pour moi, ça serait tellement plus confortable de retourner dans un emploi salarié avec des horaires fixes, avec un revenu, avec des droits au chômage, des droits à la retraite, encore une fois. Donc, bon, elle dit, on met tout en commun avec mon mari, mais c'est pas... Et bon, et en plus, son mari est entrepreneur, donc ils sont même pas en communauté de biens, parce que si jamais il fait faillite, tu vois, la famille fait faillite. Donc, il y a quand même une insécurité aussi. Bon, là, après, on va rentrer dans l'administratif, mais on n'a pas beaucoup d'options, en fait, je trouve, pour avoir un système juste et qui soit aussi reconnu administrativement parlant, on va dire, pour les couples où la femme va vraiment beaucoup adapter sa carrière, à passer à temps partiel ou à s'arrêter pour s'occuper de la vie de famille. Alors que, voilà, et c'est pas forcément un choix d'ailleurs. Hein. Parfois, on n'a pas le choix, il n'y a pas de place en crèche. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Il y en a un des deux qui doit passer en congé parental rémunéré 400 euros. Et vu que dans 75% des couples, l'homme gagne le plus, le calcul est vite fait. Je veux dire, moi, je jetterai pas la pierre aux hommes de pas se mettre en congé parental. C'est du calcul pragmatique. Il y a une famille, il y a un enfant, on va privilégier le plus gros salaire. Voilà. Mais du coup, c'est des mécanismes aussi qui s'entretiennent. Donc, il suffit de faire passer le vent une fois. Et, bon, et encore, tu as aussi des inégalités de salaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. On va revenir sur tout ça. J'ai l'impression que tu as parlé de tout en une intervention. Donc, on va découper, t'en fais pas. Moi, je vais te faire part de mon sentiment général sur le livre parce que j'ai eu l'impression de passer par un peu toutes les émotions. J'ai commencé par l'agacement, notamment. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai pas cette coloration de la vie. J'ai pas ce filtre dans le sens où mon histoire personnelle ne fait pas écho avec des choses que tu décris. J'ai souvent un peu du mal même à voir la vie avec ce truc de... J'ai toujours l'impression qu'un essai féministe, c'est comme un affrontement entre les hommes et les femmes. Tu vois, j'ai l'impression que pour redonner un peu de justice aux femmes, ou pour même donner un éclairage ou une compréhension, il faut un peu écorcher les hommes au passage. Je sais que tu es précautionneuse dans ta façon de le dire, et en même temps, c'est vrai que on apprend dès le début, on se dit bah ok, donc en fait ma vie est une construction entière sociétale. Mes choix en fait sont pas vraiment des choix, mais encore une fois sont un héritage de tout ça, et ça heurte, c'est gênant. C'est gênant parce qu'on se dit attends, on peut devenir complotiste, on peut avoir l'impression que tout le monde nous en, enfin que tout le monde masculin nous en veut, que notre compagnon est un goujat, enfin tu vois. Ouais, Et d'ailleurs tu dis dans le livre que les personnes qui ont les réactions les plus vives face à ton bouquin, ce sont les femmes en fait. Mais voilà, les hommes aussi, hein. J'en suis de ça. Mais alors oui, en fait, c'est pas du tout un livre anti-homme, hein, tu vois. Et
Et les hommes, bah, je te rejoins complètement. Moi, je ne crois pas qu'il y a un complot d'hommes qui se réunissent autour d'une table en disant ah, comment on va structurer tout ça pour s'en mettre plein les poches et les faire travailler gratuitement et qu'elles se rendent compte de rien et qu'en plus, voilà, on va bâtir des pans d'économie sur la cosmétique, sur tu vois, tout ça et prendre l'argent pour nous. Je veux dire, je n'y crois pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Comme tu dis, c'est des constructions. Après, on ne peut pas ne pas être construit par quelque chose tu vois, de notre société, de notre éducation, de nos modèles. En fait, tu peux pas ne pas avoir de modèle. Enfin, je sais pas, c'est terriblement humain. Tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Voilà. Et pour moi, c'est pas, je sais pas comment dire. Tu vois, moi, je suis hétéro, je suis en couple depuis 9 ans. Et j'écris quand même ce livre. Et je suis quand même en couple et je suis quand même heureuse. Et je suis pas... à dire il faut tout abandonner. Non, parce que le but, c'est quand même d'être heureux. Quand même. Donc, Quand on même. fait quand même. Voilà. Et en fait, moi, si tu veux, l'argent, c'était un prétexte, en fait, pour le livre. Parce que on s'en fout de... Enfin, on s'en fout. C'est, en fait, gagner plus d'argent ou pas, ou plus économiser, c'est pas le sujet du livre. En fait, l'argent, c'est juste qu'aujourd'hui, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, c'est ce par quoi on valorise les choses, c'est ce par quoi on reconnaît la valeur de telle ou telle activité. Et aussi, malheureusement, c'est aussi comme ça qu'on classe un peu les gens. Donc, moi, le but principal, c'était de parler de la reconnaissance qu'on doit aux femmes. Des dons invisibles qu'elles font, des sacrifices qu'elles font, de tout ce qu'elles prennent sur elles au bénéfice des autres en oubliant leur individualité, tu vois. Et à un moment, je dis, le premier prix à payer, c'est l'oubli de soi. C'est pas, tu vois, c'est pas un chèque en blanc, c'est de plus avoir accès à sa propre individualité parce qu'il faut être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne machin, adapter sa carrière comme ça, dépenser tant dans le maquillage, s'épiler. Bon, voilà, je vais pas faire toute la liste, mais donc, en fait, c'était plus pour parler de ça. Si tu veux redonner confiance, se dire que c'est légitime aussi de parler de son argent parce qu'à travers ça, on parle de son individualité, ses choix, le moyen d'avoir le choix et en fait aussi d'une certaine façon se faire respecter, tu vois. Et donc pour moi, c'est des choses très saines et j'accuse pas forcément les hommes directement, tu vois. C'est plus une structure. Les hommes aussi sont, tu vois, en prise avec des stéréotypes liés à l'argent qui sont hyper limitants. Tu vois, il y a plein d'hommes qui... Moi, je comprends que t'en aies qui réagissent en disant, mais moi, je m'embête dans ma carrière. Enfin, tu vois, l'expression consacrée, c'est vraiment, je me fais chier au travail pour amener de l'argent pour ma famille, pour qu'on puisse avoir voilà, une jolie maison, partir en vacances, tout ça. Donc, eux aussi, tu vois, ils sont pas en train de jouir dans l'ombre, tu vois, de ces dons invisibles. Ça se passe pas comme ça. Mais eux, ils se mettent la pression. Voilà, il faut gagner beaucoup d'argent. Il faut être celui qui amène le gibier sur la table. Il faut être le pourvoyeur parce que eux aussi, ils ont été moulés dans cette identité où pour être un vrai homme, il faut avoir du pouvoir, il faut avoir de la puissance, il faut avoir de l'argent, il faut être dominant, tu vois. Là où les femmes, elles ont été plus construites dans l'idée de obtenir l'amour des autres, voilà, en s'oubliant et surtout en ne comptant pas, en ne s'intéressant pas à l'argent. C'est pas l'argent qui va faire que ta vie de femme est validée par l'ensemble de la société. Là où pour un homme, quand tu gagnes beaucoup d'argent, même si tu es célibataire sans enfant, bah on va dire bah oui c'est bien, il a réussi sa vie, tu vois. C'est pas, donc on est quand même dans des choses dans une espèce d'asymétrie de standards, mais qui sont pesants pour les femmes et qui sont aussi pesants pour les hommes. La différence, c'est qu'eux, ils ont plus d'argent, donc plus de choix, donc quand même plus de moyens. Je pense que ce qui est difficile, en fait, et moi, j'ai vraiment vu un processus au fil de la lecture, c'est difficile à accepter finalement que le libre arbitre qu'on pense avoir, finalement, on n'en a peut-être pas tant que ça. Et en plus, c'est pas évident de reconstruire son enfance. Et tu vois, quand on est éduqué comme ça, et les hommes sont éduqués un peu plus comme ça, les femmes plus comme ça, c'est difficile en fait de dire ok, mais parce que tout de suite on ouvre la voie à mettre en cause l'éducation qu'on a reçue, alors qu'on n'a peut-être pas du tout envie de la remettre en cause. Et tu vois, c'est mon cas aussi, donc c'est ce qui s'est passé. Et en fait, il y a un moment donné charnière où je me dis ah oui, donc là en fait
malgré tout ce que je peux penser de mon libre arbitre, etc., maintenant, il faut quand même s'avouer que ce moment, il m'a marqué que les petits garçons, tu vois, moins de 10 ans, eux, ils jouent pas à deviner le prénom de leur future épouse, ils répètent pas devant la glace le moment où ils vont arriver à l'hôtel et ils choisissent pas les prénoms de leurs futurs enfants, tu vois, et ils s'entraînent pas à jouer, à donner, à manger à des poupées. Ouais. Et là, je me dis, mais oui, en fait, mais nous, toutes les filles, on joue à ça dans la cour de récré, tu vois. Il y a le jeu de la pomme avec la queue, il y a le jeu des... tu vois le geste, mais moi, je pourrais pas l'expliquer. Des petits trucs en papier, en origami que tu... Tu dois dire 1, 2, 3, 4 et t'ouvres des réponses différentes. Voilà, et il y en a toujours une qui concerne ton futur amoureux, etc. Et en fait, je me dis, mais évidemment. Et je posais la question à mon compagnon, il me dit, non, mais jamais on a joué à ça. Mais jamais. En fait, il me dit, mais que ce soit à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, il a jamais genre rêvé de son, tu vois, le jour de son mariage. Il a pas s'est pas non plus posé la question de quels seront les futurs prénoms de nos enfants, tu vois. J'ai jamais posé la question. Donc, et là, je me dis, ah ouais, donc, en fait, c'est vrai que ça commence tôt. Je sais pas si c'est les jouets que nos parents nous ont achetés, voilà, je m'en fous, j'en sais rien. Mais le fait est que, comme tu dis, on est éduqué à être aimé. Tu dis, on est éduqué à être aimé, à aimer l'amour, à en rêver, à désirer de ce destin, destin de se marier. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On est, voilà. On est élevé pour ça, quoi. À cet idéal-là, mais en fait, moi, je trouve pas ça mal tu vois, d'apprendre à désirer l'amour, on va dire. De se projeter dans tout ça. Ce qui est embêtant, c'est que c'est pas forcément réciproque. T'as une asymétrie totale où après, du coup, il y a une pression beaucoup plus forte sur les femmes pour être en couple, avoir des enfants. Sinon, ta vie n'est pas validée. Donc, une fois que tu comprends ça, ça veut dire que tu vas obéir enfin, du moins, cocher beaucoup de cases pour arriver à cet idéal-là, tu vois. Et donc, ça passe par des étapes, ça passe par des dépenses, ça passe par des sacrifices. Ou du coup, si une vie réussie est une vie en couple avec des enfants, en étant une bonne mère, une bonne épouse, il faut faire ça, 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 ça. Et là, tu commences la grande addition, on va dire. Et ça commence, enfin, tu vois, le livre est découpé avant même d'être en couple, pendant le couple, après le couple. Et avant même d'être en couple, on a la charge esthétique, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire, toutes les façons dont on va domestiquer notre corps et lutter contre sa nature pour être des bonnes candidates au couple hétéro. Je te dis ça, moi je me maquille et tout. Enfin, il y a un moment où en fait j'écris pas le livre, si tu veux, en me disant il faut tout arrêter, mais juste prenons conscience de ça. Ouvrons, tu vois, des options. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, je parlais du test de la salle de bain, donc je m'inclus dedans. Je vais dans ma salle de bain, je compte tous les produits qu'il y a à mon usage exclusif et j'arrive à un panier de 1 000 euros. 1 000 euros, ça paraît énorme. Mais en fait, si tu comptes voilà, tout le maquillage, les crèmes, les sérums, les shampoings, les masques, le sèche-cheveux, le lissage, le vernis, les rasoirs, tout ce que tu dépenses toi pour la beauté. Et je compte mon conjoint, lui, il a 5 euros, quoi, tu vois. Et je dis, mais en fait, 1 000 euros à peu près, ouais, tous les ans, on va dire que j'investis en beauté, mais qu'est-ce que je pourrais en faire? Ça fait combien d'années que je fais ça, en fait? C'est quoi? C'est 15 000 euros? C'est 20 000 euros? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de cet argent? Ça veut pas dire que je vais tout arrêter, mais tu vois, juste ouvrir cette fenêtre, on va dire, mentale et se demander ça. Et en fait, toutes les choses qu'on fait, c'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi du mental, tu vois. Je prends l'exemple parfait, je trouve, c'est l'exemple de l'épilation. Combien de temps on passe à surveiller si on a des poils qui poussent, à les enlever? C'est quand même quelque chose qui pousse constamment sur ton corps. Toute ta vie, pendant 35-45 ans tu vois, de la puberté, l'âge où tu commences à t'en foutre, on va dire, c'est quand même énormément de temps, c'est énormément d'argent que tu investis. Alors, évidemment, une fois que tu dis ça, moi, j'ai plein de femmes qui me disent « Oui, mais c'est moi qui décide. Je le fais pas pour mon conjoint, c'est parce que je me sens bien comme ça et c'est mon choix. » Et là, c'est intéressant de questionner qu'est-ce que c'est le choix. Dans une société où tu as appris à te trouver belle, sans poils, et tu te sens bien comme ça, mais parce qu'on est tellement conditionné par ça. Et ce conditionnement de canon esthétique pour les femmes, si tu veux, enfin, la prescription, elle est immense.
et à tous les âges. C'est-à-dire que ça commence dès l'adolescence. Après, à 25 ans, il faut commencer à mettre de la crème anti-rides. À 30 ans, il faut faire attention. Après une grossesse, il faut vite se remettre son corps à la bonne place. Après, il faut pas trop vieillir. Après, il faut arrêter de... Enfin, tu vois, à chaque âge, t'as une nouvelle prescription et t'as des nouveaux complexes qui apparaissent. Donc ça, je veux dire, ça veut pas dire que du jour au lendemain, il faut tout arrêter parce qu'en fait, quand on a appris à se sentir bien comme ça, moi, je trouve que voilà, il faut faire la balance entre nos convictions, ce qui nous semble juste, et la façon dont on se sent bien. Tu vois, moi, je continue de me maquiller, c'est pas... Et j'aime bien ça, parce qu'en plus, on a appris à aimer ça, parce qu'on nous parle de ça comme prendre soin de soi, être, tu vois... ouais, enfin, vraiment, on nous dit prendre soin de soi, d'ailleurs, tu vois, quand en fait, on fait des choses pour modifier notre corps, pour plaire aux autres. Donc, c'est intéressant, mais il suffit pas de le savoir pour changer. Faut pas non plus être dans une nouvelle forme de culpabilité à dire ah mais attends, tu sais que c'est un système patriarcal qui te demande de te maquiller tous les jours et tu continues. Bah oui, en fait on continue parce qu'à un moment on a juste envie d'être dans un bien-être, quoi, un confort, et ça moi je jetterai la pierre à personne là-dessus. Ça me semble assez sain, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même en parler et il faut soulever ça. Donc oui, on a le choix, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment le choix, quoi? C'est bon. Ce que j'ai trouvé intéressant tu vois, en lisant le bouquin, c'est pas est-ce que je vais arrêter de me maquiller ou pas, est-ce que je vais arrêter de m'épiler ou pas. Enfin, tu vois, j'ai aucune envie d'arrêter de m'épiler, j'ai aucune envie de, voilà. J'ai intégré ces choix-là. J'ai compris peut-être qu'effectivement, ça n'avait pas été que des choix. Mais je ne vais pas pour autant, tu vois, arrêter. En revanche, j'avais pas effectivement perçu la dimension de ce que nous, on faisait comme candidate au couple. Alors, ou ce qui nous était demandé ou imposé comme candidate au couple, et ce qui ne l'est pas pour les hommes, tu vois. Les hommes, ils sont bien au naturel. Leur poil, c'est très bien. Et voilà, tout au mieux, on va leur épiler 2-3 poils entre les sourcils, tu vois, mais globalement... un peu dans le nez et 3 poils dans les oreilles, mais tu vois, le reste c'est cool, la peau sèche c'est pas un problème, les cernes non plus, enfin tu vois, rien n'est un problème sur la peau d'un homme. Les cheveux blancs c'est hyper sexy alors que c'est une femme, ça l'est pas du tout, tu vois. Et en fait, effectivement, moi ce qui m'a intéressée c'est cette dimension de le 2 poids 2 mesures sur les attentes qui découle aussi, tu vois, c'est la femme en fait, elle a été éduquée à chercher l'amour, elle cherche l'amour, que la mise en couple est aussi la responsabilité un peu plus des femmes, et tout ce truc de tous ces efforts qu'on fait pour arriver à enfin se mettre en couple. Et en plus, il m'était venu une idée quand je lisais ton bouquin, c'est, tu vois, pour la femme qui désire avoir des enfants et qui souhaiterait être en couple et procréer avant 30 ans, tu sais, il y a ce truc de, bah, tu dois te conformer au canon de beauté d'un homme de cet âge-là, tu vois, de la vingtaine ou de la trentaine. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose qu'un homme de 40, 50, 60 qui peut-être apprécie davantage les formes, peut-être apprécie davantage d'autres choses, tu vois. Et en fait, c'est plus dur d'aller contre le courant. C'est plus dur d'essayer de s'accepter soi à la vingtaine, dans ses rondeurs, dans voilà, ses traits, etc. En fait, c'est une plus grosse charge mentale et c'est plus compliqué finalement que d'essayer de se conformer à ce standard du couple, quoi. Parce que, encore une fois, nous, on a une horloge biologique, faut y aller, hein. Faut être en couple et il faut avoir des enfants avant une certaine âge. Donc, il y a une pression que les hommes ne ressentent pas du tout. Tout à fait. Et par rapport à ce que tu dis, justement, que c'est plus dur de s'accepter comme on est, d'essayer de nager à contre-courant. Là aussi, ça veut dire que tu peux choisir de ne pas faire tout ça, de ne pas supporter toute cette charge esthétique et cocher ces petites cases. Mais ça veut dire aussi que tu t'exposes à des remarques quasi quotidiennes, que tu peux t'exposer à ce que j'appelle un backlash, même au travail. Si tu arrives au mois de juillet avec les aisselles pas épilées, on va dire bah, quand même, c'est pas professionnel, elle a aucun savoir-être, tu vois. Donc, c'est des codes esthétiques en fait, qui ont irradié, mais de partout. Donc, c'est dur d'aller à contre-courant. Et moi, je comprends tout à fait, tu vois, qu'on puisse choisir la tranquillité, le choix du confort. Et parfois, c'est plus simple de se conformer
que de toujours être à contre-courant, devoir se justifier, parce que c'est ça, hein. Mais pourquoi tu fais pas ci? Quand même, avec un peu de maquillage, tu serais mieux, tu pourrais faire un petit effort, tu vois. T'es là, mais en fait, ce petit effort cumulé, combien de temps ça nous prend, tu vois. Et ça prend de l'argent, et, évidemment, mais c'est aussi du temps, de l'énergie à penser à ça, tu vois. Je suis en train de penser à un truc, mais combien de femmes se mettent en couple et prennent plaisir à refaire la garde-robe de leur homme? C'est bien pour dire que eux avaient pas du tout pris le temps de le faire avant, tu vois, ça les avait pas intéressés. Parce que pour eux, c'était pas un obstacle à l'amour, c'était pas un obstacle à la mise en couple. Et je suis même pas sûre que ce soit leur souci à eux une fois qu'ils sont en couple, tu vois. C'est le souci de madame. Si tu veux, sur tout ce qui est esthétique, eux, ils n'ont pas à montrer patte blanche. C'est-à-dire, imagine, tu vas à un rendez-vous, un premier encart, toutes les questions qu'une femme va se poser. Qu'est-ce que je mets? Quel signal ça envoie? Est-ce que je mets la jupe? Non, c'est trop court, ça va faire ci. Non, je vais mettre une robe. Non, non, je vais mettre un pantalon. Mais alors, du coup, il faut que ce soit quand même un peu plus sexy en haut. Non, je vais pas trop maquiller, je vais pas... Tu vois, t'es toujours en plus sur le fil entre le trop et le pas assez. Il y a toujours des trucs à raboter, des trucs à rajouter, voilà. Et sur le corps, c'est pareil. T'as toujours des parties à raboter, tu vois. Ah, il faut pas avoir trop de ventre, pas avoir trop de bras, pas avoir trop de machin. Par contre, il faut gonfler d'autres endroits, tu vois. Il faut gonfler ses lèvres, il faut gonfler ses seins, il faut gonfler ses doigts. Enfin bref, c'est une équation infinie, permanente. Ça me fatigue rien d'y penser, tu vois. Alors qu'à côté de ça, t'as l'impression qu'un homme, il peut, voilà, mettre un t-shirt blanc ou un hoodie, y a pas de souci. Tu vois, le temps qu'il va passer avant un rendez-vous, bon, je pense que, allez, un quart d'heure max, il est prêt, quoi, tu vois. Pas... Bon. Et tu parles de gonfler et tu donnes une statistique dans le livre. Mon mec, il dit, oh, je suis pas étonnée. Moi, je fais, non, mais tu déconnes ou quoi? 87. Dans le monde, 87,4%. 87% des personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique sont des femmes. Et là, je me dis, ça, c'est pas juste parce qu'on est plus coquette. Ça, c'est vraiment nous, on doit changer pour plaire, pour alimenter le désir, pour se conformer. Les hommes n'ont pas besoin de ça, tu vois. Non, et tu sais, je lisais des choses à un moment donné, je m'étais intéressée aux implants capillaires, etc. Et même si tous les sites parlent beaucoup des hommes, il y a des gens que j'ai eu au téléphone pour les interroger qui me disaient, mais en fait, on a entre un tiers et la moitié de notre patientèle qui sont des femmes. Pour les implants capillaires. Pour les implants? Ah ouais? Ouais. D'accord. Les personnes afro en fait qui se crament les cheveux avec des lissages, etc. Et puis un certain nombre de maladies d'alopécie en fait qui... Et du coup ça... Et après il y a toutes les autres formes de traitements capillaires aussi qui sont pas des implants. Et en fait les consultations sont quasiment à moitié faites pour des femmes, alors que tu penserais pas. Tu penserais que c'est un pan de la chirurgie qui est que pour les hommes. Bah oui, complètement. Et moi, je savais pas sur les implants. C'est marrant. Moi, je découvre aussi l'ampleur de tout ce qu'est la chirurgie intime. Je disais ça dans ton livre. De l'épilation du sillon interfessier, le fameux SIF. Non mais... Le blanchiment, les blanchiments, les épilations, les corrections de lèvres intimes. On parle de lèvres intimes, parce qu'il y a les autres aussi. Mais, les deux. Il n'y en a pas une qui échappe au truc. En fait, ce qui est intéressant quand tu te penches sur tout ce qui est cosmétique, esthétique, c'est que tu as toujours des nouvelles parcelles à modifier. Ça, c'est incroyable. Il y a toujours sur le corps des femmes des nouveaux complexes à créer, donc des nouveaux produits à vendre, des nouvelles formes d'inquiétude à développer. Tu vois, je veux dire, il y a 3 siècles, on parlait pas de la cellulite, quoi. Enfin, c'était même pas c'était même pas un sujet. Donc, en fait, à chaque fois, trouver des parcelles, et jusque dans ta culotte, quoi. Enfin, bon, moi, ça, c'est vraiment, ça me donne envie de hurler dans un coussin, parce que tu te dis, mais le corps des hommes n'est jamais autant retouché. Et ce que ça envoie comme message général, même si quand tu prends un par un, tu vois, j'entends des personnes dire, non mais Lucille, tu fais tout un fromage de pas grand-chose, ça va, c'est pas un drame et tout. Mais quand même, symboliquement, ce qu'on apprend depuis notre enfance, notre adolescence, c'est que notre corps tel qu'il est naturellement ne suffit pas. Que ça ne suffit pas, qu'il faut faire des efforts. Et que notre corps est comme un CV qui doit montrer notre motivation, qu'il faut changer, modeler, façonner,
domestiquer, voilà, tirer les cheveux, agrandir les cils, agrandir les ongles, mais réduire le ventre, mais augmenter les talons. Enfin, tu vois, bon, tu vois, c'est le grand chantier permanent, quoi. Et c'est dur, je veux dire, quand même, quand tu penses de grandir en se disant que tu n'es jamais assez. Et que pour avoir une vie réussie, pour trouver quelqu'un, bah, faut quand même faire des efforts, faut quand même prendre soin de soi. Il faut quand même faire tout ça. Et évidemment, il y a des hommes qui aiment les femmes pas pour ça, et même quand elles font pas ça, heureusement. Mais quand même, quand tu grandis, tu vois, moi, j'ai dit à un moment dans le livre, messieurs, la façon dont vous aimez le corps des femmes, elle est aussi politique. Après, encore une fois, c'est dur une fois que tu dis ça. Parce que savoir ne suffit pas à tout changer quand on a construit une vision depuis si longtemps. Mais quand même, tu vois, juste gardons ça en tête. Gardons ça quand on élève des enfants, quand on garde les enfants des autres. Voilà, tout le monde n'a pas des enfants. Hein. De se dire quel message on envoie, tu vois, et Ouais. est-ce qu'on peut pas aimer encore autrement qu'en lui demandant toujours de montrer patte blanche et de se modifier? Est-ce qu'on peut pas célébrer le corps comme il est naturellement aussi, tu vois? Et ça, c'est le boulot des hommes aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est que, justement, je pense que beaucoup d'hommes sont pas forcément conscients eux-mêmes d'avoir façonné cet idéal qui est hyper enfermant pour les femmes. Il y a des femmes qui redoutent la grossesse. Il y a des femmes qui redoutent le changement de corps. Elles se disent, je serai plus aimable, enfin, bonne à être aimée, tu vois. Donc, Ouais. et ce qui m'amène à donc effectivement, donc ça, on a bien compris que c'était associé quand même à une charge financière, en Ouais. plus d'une charge mentale. C'est intéressant. Là, je terminerai là-dessus parce que j'avais envie de passer à autre chose. Mais tu parlais de la minceur et tout, et c'est drôle parce que c'est pareil, hein, la course à la minceur, bah, c'est financièrement, c'est des régimes et des régimes et des régimes. Le marché de la minceur, c'est un marché essentiellement féminin. Enfin, c'est ça qui est, c'est dingue, alors que Oui. clairement, Ouais. y a pas, le problème de surpoids dans le monde n'y concerne pas que les femmes. Oui. Et pour ne parler que du surpoids, tu vois, je veux dire, un mec qui est dans un, je sais pas, un pantalon 44 ou 46, j'en sais rien, il se considère pas forcément comme étant en surpoids. Parce que je pense que nous, on a un autre regard sur ces choses-là aussi, même si nous aussi, malheureusement, on n'évolue pas dans le bon sens. Et tu parles de la minceur et tu te dis ce truc, j'ai noté la citation, parfois je me dis qu'il y a un peu un sentiment de puissance et qu'il y a peu de sentiments de puissance et d'accomplissement aussi fort, aussi addictif que le fait d'être mince. Devenir mince peut prendre du temps, mais on réalise une fois de l'autre côté tout celui que l'on gagne quand on ne se déteste pas. Tellement de problèmes, de soucis, de jugements en moins, c'est une couronne sociale. Et tu vois, on est encore de l'autre côté, c'est-à-dire, oui, bah, la course à la minceur, c'est aussi parce que c'est une course au couple, hein, c'est une course, c'est une fuite du célibat, c'est pourvu que je ne devienne pas célibataire. Et en même temps, c'est tellement ancré qu'on se sent tellement mieux. De fait, il y a un vrai bien-être à être conforme. Il y a un vrai bien-être, un bien-être à être conforme, en fait. Ouais, bah oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te dire que c'est des efforts permanents, mais quel gain en fait. Le temps que tu vas passer à ne plus te demander si ça te va bien, ça te va pas, tel habit, le temps que tu vas ne plus passer à te demander si les autres te trouvent grosse ou pas grosse, ou est-ce que tu es bien, enfin, en fait, le gain sur ta carrière, le gain sur... En fait, de fait, quand tu te sens mieux, tu te présentes mieux, ouais. t'es peut-être plus de chance, t'as plus de chance en tout cas d'être épanoui au travail, dans tes relations sociales, etc. Ouais. Donc c'est sûr qu'en fait, encore une fois, sur le choix, si tu veux, de toute façon, tu peux le voir comme ça. Tu perds du temps à faire ce travail pour rester mince, et tu perds du temps à essayer de t'en foutre. Voilà, dans les deux cas, tu perds du temps. Ce qui est triste, c'est que c'est un souci, en fait, que c'est une charge mentale, et que ça peut évoluer quand même. Nos regards peuvent évoluer. Et je pense qu'ils peuvent évoluer sans forcément prendre 40 ans, tu vois. Un moment dans le livre, je raconte, tu vois, quand je parle de l'épilation, quand j'ai vu le film 37,2 le matin,
et que tu vois Béatrice Dalle courir nue dans son appartement, elle est hyper poilue, mais elle est tellement belle, tu vois, et tu sais que Tu veux ce dire film, poilu il est dans son sorti, intimité c'était... Oui, sur bah, ouais. tu vois, le maillot, les aisselles, elle est poilue, Ah quoi. non, C'est pas... mais l'épilation du maillot, Mhm. ça, c'est vrai. Pour moi, c'est un sujet de mode, tu vois. Ouais, Parce que voilà. autant les aisselles et les jambes, bon, faut être épilé, point barre, tu vois, il y a pas de. Mais le maillot, il y a tout un truc sur épilé, pas épilé, quelle taille, Ouais. tu vois, il y a des Jusqu'à formes, il y a des où? machins. Ouais, non, mais c'est... Qu'est-ce Tu qu'aiment vois? les hommes mais tu sais que Ouais. tu dis ça dans le bouquin, mais je suis désolée si vous découvrez ça, les hommes, mais nous, à l'adolescence, on discutait déjà, donc c'était il y a plus de 15 ans, on discutait déjà à l'adolescence de hey, les hommes, vous préférez quoi, épilé ou pas épilé, tu vois. Donc C'est dingue. Ouais. c'est pas qu'aujourd'hui, hein. Ça date Non, déjà non, de il y a voilà. 15 ans, 20 ans, et je pense que je l'ai pas, ma génération l'a pas Ouais. inventé non plus. Donc, mais Ouais. oui, c'est dingue, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Et moi, si tu vois, quand j'ai vu ce passage-là du film, et tu sais qu'elle était célébrée comme une femme, un peu femme fatale, hyper charmante et tout. Et vraiment, t'as cette pensée qui fait, enfin, tu vois, qui semble tellement bête, en fait, avec du recul, mais tu dis, ah bah tiens, c'est possible d'être célébrée et d'être euh, décrite comme hyper belle avec autant de poils, tu vois, sur le corps, Hmm. quoi. Et ce film, il est pas très, très, très vieux non plus. Tu vois, donc je pense que ça peut quand même changer. Et moi, je trouve que les nouvelles générations, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans quand je dis ça, voilà, je vais avoir 33 ans dans quelques jours. Mais tu vois, déjà, voilà, les gens qui ont 10 ans de moins que moi, ils sont déjà beaucoup plus décomplexés, tu vois, là-dessus, je trouve que notre génération. Mais bon, je sais pas quel âge tu as, Delphine, mais moi, voilà. Eh ben, 35. Mais tu vois, moi, Bon, j'aurais dit voilà. l'inverse. C'est-à-dire qu'à la fois, les Ouais. générations d'après sont plus décomplexées, c'est-à-dire on Mhm. parle plus de ces choses-là, ils sont exposés à beaucoup plus de choses que nous. Et moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça ne fait que façonner encore plus de stéréotypes. Enfin, tu vois, après, je fréquente assez peu d'ados dans mon entourage, mais j'ai pas l'impression que ça aille dans le sens de jeunes femmes de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans qui assument d'avoir... je... Attention, je vais être vulgaire. La chatte de... je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'actrice dans 37.2. Mais Béatrice Dalle. Béatrice Dalle, la chatte de Béatrice Ouais. Dalle, tu vois, Ouais. j'ai pas l'impression que ça aille dans le sens de femmes qui assument avoir une touffe Bah, tu vois, au t'en maillot, as. quoi. Alors, peut-être que c'est un peu un effet de loupe Instagram et tout, mais tu vois, déjà ce militantisme des réseaux sociaux que nous, on n'avait pas. Mm. Où du coup, tu as des gens très jeunes qui affichent des convictions, tu vois, qui parlent de tout ça. Et je trouve que sur l'acceptation du corps, le body positivisme, euh, voilà, le choix de ne pas s'épiler et tout. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus ouverts, si tu veux, même si c'est pas forcément la nouvelle norme. Mais bon, tu vois, moi, j'imagine au lycée. Si une fille avait posté une photo de son aisselle poilue sur Skyblog, voilà, parce que génération Skyblog, bonsoir, ça n'aurait pas du tout eu le même effet, tu vois, qu'aujourd'hui quand ça se passe sur Instagram. Donc je trouve ça évolue. J'ai envie d'y croire, Delphine, donc je vais avoir de l'espoir sur J'aimerais ça. aussi, mais je pense que c'est un mouvement, tu vois, c'est un mouvement que Ouais. les hommes et les femmes doivent faire ensemble parce que c'est un mouvement que les hommes doivent dire, ok, c'est ok, voilà, tu vois, je peux aimer des femmes qui sont comme ci, comme ça, j'ai pas besoin, c'est pas elle Mm. next parce que Ouais. elle a ces convictions-là, etc. Donc, ce qui Mm. m'amène au sujet d'après, et ça a été un peu une découverte pour moi parce que Mm. c'est toujours sur la femme, non, c'est la femme dans le couple et c'est la charge ce que tu appelais la charge sexuelle, en fait. Donc, c'est la responsabilité qu'a la femme, alors déjà de la protection, donc la contraception, mais ça, on en parle dans les médias parce que c'est débattu déjà du remboursement, soit Mm. des serviettes mince, Périodique. Ouais, mais alors ça, c'est périodiques, pas voilà. la Donc, contraception, quoi. voilà. Ça, moi, Alors, j'en parle pas dans le livre parce que ça fait pas non, t'en partie parles pas dans le livre. du couple, tu vois, tandis que Non. la contraception, enfin, quand ils pensent, les hommes n'ont pas eu les enfants dont ils ne voulaient pas parce que des femmes ont fait le travail contraceptif.
Voilà, c'est très très simple, sauf que du coup, ce travail contraceptif, ça a un coût parce que tout n'est pas remboursé. Parce que tu n'as pas que les 2 € de la pilule aussi, tu as aussi le suivi gynécologique, donc aller chez le gynéco une fois par an, une fois tous les 2 ans, faire des examens, tout n'est pas forcément remboursé. Tu as plein de la majorité des gynécos d'ailleurs font des dépassements d'honoraires. C'est donc de l'argent, c'est du temps. Et en plus, tu as la charge physique de subir ce suivi avec des examens qui ne sont pas toujours une partie de plaisir, quoi. Enfin bon, concrètement, voilà, je m'arrêterai là. Et pourtant, au sein des couples, on pense rarement à partager le coût de la contraception. Parce qu'on a construit ça comme un droit des femmes, donc oh là là, c'est leur affaire. Moi, je vais surtout pas faire de l'ingérence, mais tu as envie de dire, mais payer 50%, c'est pas de l'ingérence en fait. C'est juste participer à quelque chose dont tu bénéficies. Et ça, moi, c'est vrai que c'est un impensé, je trouve, dans le couple. Y a peu de gens qui y pensent. Alors que, en fait, c'est quand tu regardes à l'échelle d'une vie, ça représente quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et même, tu vois, j'irai plus loin. J'en étais pas là, on va dire, quand j'ai écrit le livre, mais en y repensant, je me dis, mais payer 50%, c'est le minimum. Moi, ça me choquerait même pas d'avoir des couples où l'homme dit, bah moi, en fait, je paye tout parce que toi, tu subis les examens, parce que toi, tu as la charge mentale de savoir quand est-ce que tu prends la pilule, quand est-ce que tu mets un patch, un anneau, est-ce que le stérilet, voilà, est-ce que tout va bien, aller faire les contrôles, se prendre quand même aussi des hormones. Bon, voilà, on sait que c'est pas... parfois, il y a des dommages collatéraux à tout ça. Donc, tu dis, mais 50%, c'est le minimum. Et moi, ce qui m'a le... Alors, déjà, quand tu repenses, en vrai, moi, je me rappelle avoir entendu des choses là-dessus ou lu des choses là-dessus, mais historiquement, la contraception était masculine. Quand elle est apparue, notamment en Angleterre, la contraception, c'était une pilule masculine. Et puis, parce qu'il y a eu des effets secondaires, on a décidé que ce serait peut-être plus chouette de faire une version féminine. Et en fait, nous, notre génération, on a toujours connu la contraception comme quelque chose de féminin, alors que il y a aucune raison, en vrai, que ce soit que féminin. Il pourrait tout à fait y avoir médicalement, je pense ça existe déjà. C'est juste que, en fait, encore une fois, je pense que c'est des choix politiques de gens qui organisaient ça à un moment donné et qui se sont dit on va concentrer la recherche là-dessus parce que il y a trop de dommages. Et à mon avis, de la même manière que, si vous ne savez pas les hommes, mais beaucoup de contraceptions hormonales ont des impacts sur notre libido. Donc évidemment, c'est beaucoup mieux si ça a un impact sur la libido de la femme que sur celle d'un homme. Ouais. À bon entendeur, salut, puisque à l'époque où ces choses-là ont été décidées, c'était probablement des hommes qui étaient en capacité de prendre des décisions. Mais c'est pas ce sujet-là qui m'a le plus surprise, parce que finalement, c'est un sujet que j'avais déjà en tête et qui voilà. Celui qui m'a le plus surprise, c'est l'idée que les femmes ont la charge. Alors, il y a 2 choses qui m'ont surpris sur la charge sexuelle. Les femmes ont la charge de l'instruction. Et je me suis dit, mais j'avais jamais réalisé que c'est vrai que dans leur grande majorité, ce sont les femmes qui s'instruisent en allant justement chez le gynéco, en posant des questions, en achetant des livres. Alors, c'est pas toujours sur la maternité, hein, faut pas se le cacher, mais d'ailleurs, même quand on arrive sur la maternité, pourquoi c'est majoritairement les femmes qui achètent ce genre de choses? Donc, la responsabilité de l'instruction, nous, on va faire des check-ups réguliers chez les gynécos. Où vont les hommes? Où vont les hommes? Ils ont besoin d'aller nulle part. C'est-à-dire en vrai, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin non plus. Qu'ils y aillent? Non, d'y aller, nous. En vrai, on pourrait se faire prescrire notre moyen de contraception chez le médecin. C'est quand même important d'y aller parce que t'as quand même des maladies, des choses à surveiller, des kystes, des œdèmes, il y a tellement de choses à surveiller que moi, en fait, je trouve pas que ce soit un problème qu'on y aille aussi souvent. Mais ce qui est dingue, c'est de te dire qu'un homme n'aura jamais un jour dans sa vie à aller voir un inconnu du corps médical, à devoir lui raconter sa vie sexuelle jusqu'ici. Voilà, les jambes dans 2 étriers, nus, face à cet inconnu, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vas chez un gynéco pour la première fois, tu te rends compte de toutes les choses que tu dois détailler, de tout ce qui s'est potentiellement passé dans ta vie. On peut te poser des questions sur le nombre de partenaires. Est-ce que tu as déjà connu des IVG? Est-ce que tu as déjà eu des MST, des mycoses? Quel type de pratique sexuelle tu as et tout. Puis après, on te demande d'aller nu sur un matelas, sur un
Une table de une médecin. table de voilà une grande chaise longue. D'examination. Voilà, je sais plus comment c'est mal. En mettant les pieds dans un étrier en lui disant mais madame détendez-vous quoi. Un homme n'aura jamais à faire ça. Jamais. Voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, tant mieux pour lui, tant pis pour nous, je sais pas. Mais en tout cas, il aura jamais à faire ça. Moi, le côté, oui, on pourrait avoir une contraception masculine, on pourrait avoir une pilule masculine et tout. Oui, sans doute. Plus on a de choix, mieux c'est. Moi, c'est pas tellement mon sujet. Enfin, si, ça fait partie, mais juste là, en l'état actuel des choses, payez la moitié, quoi. Payez la moitié de ce suivi-là. Parce que vous en bénéficiez. Moi, si tu veux, en écrivant le livre, globalement, j'ai redéfini ce qu'était le travail. Parce qu'avant, le travail, pour moi, c'était comme beaucoup de gens, ton métier, voilà, un contrat, une fiche de salaire, des tickets resto, super, le travail. Maintenant, je le reconsidère comme quelque chose de beaucoup plus global. Le travail, c'est une activité qui produit des opportunités ou de la valeur pour d'autres bénéficiaires que soi. Donc le travail contraceptif des femmes bénéficie aux hommes puisqu'ils n'ont pas les enfants dont ils ne veulent pas. Et ça a des conséquences, parce que, bon, ça, il y a peu d'hommes qui le savent, mais quand ils sont les pères d'enfants qu'ils n'ont pas forcément voulu, ils peuvent quand même se retrouver obligés de payer, de verser de l'argent à cet enfant pendant plusieurs années, qu'ils le veuillent ou non. Donc bon, voilà, à ceux qui nous écoutent, renseignez-vous. Le travail domestique, on dit oui, mais le travail domestique, on dit que c'est du travail, mais les gens vont pas être payés quand même pour faire leur vaisselle et se nourrir. Non, c'est pas ça, mais le travail domestique, c'est du travail à partir du moment où vous faites la part de la personne avec laquelle vous vivez. Quand vous repassez les chemises, vous faites à manger, vous allez chercher les enfants plus que votre seule part, c'est du travail domestique, parce que du coup, votre conjoint, il n'a pas à le faire, donc il peut terminer son travail à 20h30, prendre des responsabilités, partir en voyage d'affaires pendant 4 jours, se reposer aussi, exactement. Et ça, il y a vraiment des stats incroyables de l'INSEE là-dessus. J'étais ravie de trouver ça au moment d'écrire le livre. C'est-à-dire qu'une femme célibataire fait 16 heures de travail domestique par semaine et un homme 11. Donc là, on peut se dire, ah, les femmes sont plus maniaques, non, ok, très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la mise en couple, eux, ils en enlèvent 2, qui tombent à 9 heures. Et elles en ajoutent 7. Donc là, déjà, tu te dis, il y a un loup. Et quand il y a un enfant, elles en ajoutent encore 5. Et eux, ils en ajoutent juste 1. Donc ça veut dire que techniquement, le père d'un enfant fait 1 heure de tâches domestiques que moins qu'un homme célibataire. Et donc, tu te retrouves avec 28 heures de tâches domestiques hebdomadaires pour une femme, contre 10 pour un homme. Donc là, tu prends un coussin et tu hurles. Et ces écarts de tâches domestiques, ça a une traduction financière aussi, tu vois. Donc ça dégage de l'opportunité. Donc c'est du travail. Voilà, le travail d'aidant aussi pour la vieillesse, c'est du travail. Bon, on pourrait faire une liste infinie. Donc je pense que faut au moins reconnaître ça, tu vois. Et le reconnaître à la fois au sein du couple et puis aussi le reconnaître dans la société. Et arrêter de mépriser ce travail. Moi, je prône un peu quand même un système de reconnaissance, tu vois, pour les gens qui passent à temps partiel ou qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Voilà, je peux dire les femmes au foyer, en majorité, ce sont des femmes. Alors après, on me dit, oui, mais Lucille, c'est quand même une mesure d'extrême droite de rémunérer les femmes au foyer et tout. Bon, moi, je suis pas d'extrême droite, mais j'ai quand même le droit d'y penser. En quoi est-ce que élever des enfants, ça serait pas un travail, en fait, à partir du moment où on paye des gens pour le faire, où tu peux mettre ton enfant à la crèche, on manque de place en crèche, donc en fait, c'est du travail. Si tu es dans une société avec quand même une dimension sociale, un peu état-providence, où voilà, on va aider les familles, les enfants sont un bien pour la société, donc on va s'impliquer là-dedans. Donc une femme qui arrête de travailler pour élever ses enfants, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas au moins autant de droits au chômage ou de droits à la retraite que le directeur marketing de Fleury Michon, tu vois, en termes de société, elle produit une grande valeur. Mais ça, on le reconnaît pas, parce que c'est des travaux de femmes, du coup, c'est regardé avec condescendance, ça, c'est très pratique, comme tout ce qui est de toute façon sujet féminin, sujet lié à la vie privée, c'est là où on a enfermé les femmes pendant très longtemps. On trouve que c'est des sujets futiles, que ça ne vaut pas la peine d'en discuter, ou on renvoie les femmes à leur choix en disant vous avez bien choisi de vous arrêter. Mais non, il y a plein de femmes qui ne choisissent pas de s'arrêter. Donc c'est très facile, je trouve, pour la société de ne pas se responsabiliser sur ces questions et après coup de renvoyer les femmes à leur choix en disant ah bah oui, mais bon, vous l'avez bien choisi. Ok, d'accord, si tu t'étais pas arrêtée et que tu avais confié tes enfants
je sais pas qui pour privilégier ta carrière. Il y a aussi plein de femmes à qui on reproche ça. Donc c'est un peu facile après coup de dire oui, vous l'avez bien choisi. Enfin bon bref, je vais m'arrêter là, sinon je ne peux plus m'arrêter. En fait, ce sujet, j'ai repris conscience que la gestion de l'argent dans le couple, en fait, elle était intimement liée à la répartition de ce fameux travail domestique dans le couple. Ouais. Parce qu'en fait, on ne peut pas envisager sainement la question de qui paye quoi sans se poser la question de qui fait quoi dans le couple. Et en fait, le problème vient du fait de décorréler l'un et l'autre. Et c'est pour ça que j'avais déjà eu cette conversation avec Héloïse Boll dans un épisode que j'ai fait maintenant il y a très longtemps et que j'ai retrouvé dans ton livre. C'est pour ça que la répartition des finances, que ce soit à 50-50 ou au prorata de ses revenus, est problématique si on la remet pas dans un ensemble plus global de qui fait quoi, et si on la prolonge pas et si on l'étire pas, tu vois, dans le temps où... Mais qu'est-ce que ça va donner, cette décision, si on se sépare dans 30 ans, etc., sur tes droits à la retraite, sur, etc., etc. Et du coup, comme... Enfin, tu vois, dans le livre, c'est pas que tu discrédites le 50-50, mais tu dis... 50-50, c'est bien quand... même pas quand on a... Ouais, et même pas. Parce que c'est ce que... si, à la limite, si. Dans ce cas-là, ouais, tu gagnes la même chose. Mais si madame, en plus de gagner la même chose et d'avoir autant d'heures de travail que son conjoint, ne fait pas non plus, encore une fois, c'est 28 heures de travail domestique. Mais la situation, le problème, c'est qu'en fait, tu vois, il y a 75% des couples où les revenus sont pas équilibrés, et pour autant, on pense que la vraie l'indépendance de la femme, c'est de payer sa part. Bah oui. Bah c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, par recommencer. En fait, le 50-50, voilà, moi, j'ai l'impression que, tu vois, notre génération a grandi en mode... En fait, c'est dingue la rapidité avec laquelle on a assimilé ce truc du 50-50, alors que on est toujours hyper lent à se rendre compte des inégalités dans lesquelles vivent des femmes, et c'est des choses dont on parle depuis des décennies. Donc moi, j'ai grandi dans l'idée, t'es une femme indépendante, il faut faire 50-50, parce que sinon, ça veut dire qu'on est entretenue, ça veut dire qu'on est soumise, et puis si t'es féministe, tu fais 50-50, défends ton honneur, sors ta carte bleue. Ok, très bien. Bon, 42% d'écart de revenus en moyenne dans les couples en France. Ok. 25% d'écart de salaire en moyenne entre les hommes et les femmes en France. Ok. 75% des couples où l'homme gagne le plus. D'où on fait 50-50 en fait. Et en plus, t'as la surcharge de travail domestique et parental. Bon, bah là, tu te dis, c'est une énorme arnaque en fait, cette histoire. Donc, ce truc de brandir le 50-50 au nom du féminisme, oui, bah en fait, ça enrichit les hommes. Enfin, concrètement, toi, ça te bousille ton épargne, eux, ça augmente leur épargne, donc forcément, après, c'est plus facile d'investir et tout. Et en effet, ça, en termes, moi, c'est ce que j'appelle la capitalisation long terme, en fait. Tous les choix de vie qu'on fait, si on les projette sur 30, 40, 50 ans, qu'est-ce que ça va donner? Et maintenant, on a plus le réflexe de se dire, bon, bah, il y a un couple sur deux qui se sépare, donc quand même, il faut être un peu prévoyant. Mais, et encore, tu vois, moi, en écrivant le livre, j'ai découvert qu'en fait, quand t'es pas marié, t'as le droit à rien. T'as le droit à rien. T'as pas le droit à la pension de réversion. T'as pas d'héritage. Il y a plein de couples autour de moi, pareil, de trentenaires, voilà, fin années 80-90, qui sont pas mariés ou qui sont pacsés en pensant que bah, ça va le faire quand même, ou qui sont en communauté, enfin en séparation de biens, qui sont mariés en séparation de biens, ou qui se disent mais non, mais nous, tout ça. Alors, comment dire? En fait, quand je dis ça, j'ai l'impression du coup d'être hyper pro-mariage, et ça fait un peu réact tradi. Moi, je suis pas pro-mariage, mais je pense qu'il faudrait créer tu vois, ou rajouter des options dans le Pacs. Tu vois, qu'est-ce que ça prendrait de rajouter dans le Pacs une petite case est éligible à ma pension de réversion en cas de décès, tu vois, c'est quand même pas hyper compliqué. On manque d'options aujourd'hui administrativement pour reconnaître les liens avec lesquels les gens ont fait leur vie. Donc aujourd'hui, tu n'es pas marié, ok, très bien, mais vous avez des enfants et il y a un des deux qui s'en occupe beaucoup plus. Ok, mais en cas de séparation, en fait, il y a rien, quoi. Il y a rien. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens de ma génération qui n'ont absolument pas conscience de ça. Et je me dis, mais dans 20-30 ans, ça va donner quoi, en fait? À tous les coups, il y aura encore plus
d'écart de richesse et de patrimoine entre les hommes et les femmes, parce que on veut s'émanciper de ces modèles administratifs un peu traditionnels. Ok, très bien, mais il n'y a rien pour compenser. Et en attendant, les inégalités de tâches domestiques, les inégalités de carrière, les inégalités de salaire, elles sont toujours là. Ça va pas changer. Ou ça change, mais très, très, très lentement. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, tu vois, on a glissé... droit devant, tu vois. Ouais, en fait, on a glissé rapidement d'un modèle de mariage traditionnel, communauté de biens réduite aux acquets, vers des modèles plus complexes, des contrats, etc. Mais la société n'a pas évolué. Donc là où ce modèle venait compenser aussi et protéger les personnes les plus vulnérables dans le couple, et notamment les femmes, en fait, en glissant vers d'autres contrats, effectivement, on perd les plus vulnérables et notamment les femmes perdent cette protection en fait que leur offrait ce contrat sous la justification de finalement peut-être le mieux c'est voilà, chacun a son argent et c'est très bien, mais comme on le disait au début, les hommes au sein du couple donnent leur argent et les femmes donnent ce qu'elles n'auront jamais. Donc c'est là elles donnent leur temps et elles dégagent des opportunités. Donc c'est vrai que c'est incroyable de se dire que tu vois, moi, mes deux grands-mères, elles étaient femmes au foyer et elles étaient en communauté de biens. Donc, c'est... Comment dire je ne vais pas idéaliser leur situation parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Donc, voilà. Mais tu es dans un modèle où, bon, déjà, on est à une époque où on se sépare pas. Enfin, on peut, mais c'est peu, voilà. Et puis, l'air de rien, c'est quand même une reconnaissance que le couple, voilà, on met tout en commun. On met tout en commun. On crée quelque chose en commun. On est un foyer uni, ce qui est à toi et à moi. Ok, très bien. À partir du moment où les femmes, du coup, ont pu avoir accès au marché du travail comme il existe aujourd'hui en tant que salarié employé, parce que les femmes ont toujours travaillé, hein, mais bon, voilà, c'est un autre sujet. On se dit, ok, elles peuvent garder leur argent, et puis en plus, on divorce souvent. Bon, du coup, chacun pour soi. Mais les inégalités domestiques, les inégalités de carrière continuent. Donc, c'est vrai que c'est dingue de te dire qu'en fait, c'est comme si on était moins protégés que nos grands-mères, d'une certaine façon. Alors après, moi, je vais pas envier un système patriarcal où la femme est sous la protection de son mari et ne peut pas divorcer, doit rester à la maison. Je dis pas du tout ça. Mais en tout cas, je trouve que notre société, notre système politique, notre système administratif n'a pas suivi cette évolution. Et que ça va manquer. Et je pense que vraiment, d'ici 10, 15, 20 ans, enfin même dès à présent, on devrait en parler. Se dire, mais c'est pas du tout structuré de façon moderne. La pension de réversion, donc c'est en gros 50% de la retraite de votre conjoint que vous pouvez toucher quand il décède. Mais c'est un enfer. Elle est conditionnée par des critères tellement sexistes. Moi, j'ai halluciné en découvrant ça. C'est-à-dire que, vous avez la pension de réversion de base que vous pouvez toucher si vous ne gagnez pas plus de 20 000 euros par an par vous-même. Ok, donc déjà, tu vires 21 000 quelque chose de revenu. Chose comme ça, voilà. Après, tu as la pension peux pas toucher plus de 11 000 complémentaire. Et en plus, tu peux pas toucher plus de 11 000 par an, donc merci. Et puis après, tu as la pension complémentaire. Ça dépend pas mal de régime et tout, mais quand même, dans la majorité des cas, c'est conditionné au fait que tu ne te remettes pas en couple. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Moi, là, je me dis, c'est bien, la pension de réversion, ça veut dire que la retraite de notre conjoint, on peut en percevoir 50%, c'est une forme de reconnaissance des dons qu'on a mis dans le panier du couple, qui lui ont permis d'avoir cette carrière, qui lui ont permis d'avoir ce revenu. C'est une reconnaissance de la participation du conjoint à la carrière de l'autre. Sauf qu'en fait, quand on le conditionne au fait de ne pas se remettre en couple, alors que, notre mari est décédé, là, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas de l'argent qui nous appartient légitimement. Ça veut dire que c'est une faveur qu'on fait à une veuve éplorée qui continue de pleurer seule, mais surtout, ne pas retrouver de conjoint, tu vois. C'est des schémas, mais tellement sexistes. Et tout ce qui entoure, de toute façon, le veuvage, la façon dont les familles, après, répartissent l'héritage, tu vois. Et ça, vraiment, moi, je conseille de lire Le genre du capital de Sybille Golac et Céline Bessières là-dessus, parce que ça parle de la façon dont les calculs en famille, aussi entre frères, sœurs, enfants, parents, les calculs sont organisés et faits aussi en défaveur des femmes, pas forcément intentionnellement, mais de fait quand même en défaveur des femmes. Au moment où tu as le décès d'un grand-père, d'un homme,
l'héritage, on va essayer de passer le maximum aux enfants et de laisser à la veuve ce qu'il lui faut pour tenir, tu vois. Donc tu dis, attends, ça veut dire qu'en gros, si je caricature, papy, il peut tout claquer au casino. Par contre, mamie, bon, tu vois, on lui laisse le minimum vital et elle ne peut pas jouir de cet argent auquel elle a quand même participé parce qu'elle a passé sa vie avec cet homme qui a bénéficié de tout son travail domestique et tout. Je caricature un peu, mais tu vois l'idée. Donc, il y a aussi, je trouve, une responsabilité de société et d'État là-dedans, tu vois, dans les systèmes qu'on met en place. Souvent, on me demande, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du couple pour changer ça? Bah, on peut penser à plein de choses. Mais vous pouvez être dans un couple hyper égalitaire et on est dans une société inégalitaire où du coup, ça peut vous rattraper, quoi. Donc, c'est compliqué et je pense qu'il faut que ce soit adressé à un niveau politique pour qu'aussi on arrête de se responsabiliser non-stop en se disant, bah, du coup, c'est une nouvelle charge de penser à comment rendre mon couple égalitaire dans une société inégalitaire. Tu vois, les femmes ont déjà tellement de charges sur le dos que ça serait bien que ce soit un débat de société aussi. L'autre chose qui va peut-être surprendre les gens, c'est que on a retaillé un costard au 50-50, mais en fait, ce que tu dis, c'est attention à la répartition aussi au prorata des revenus, parce que la problématique, c'est que le train de vie du ménage est souvent calqué sur peu ou prou le revenu le plus haut, le revenu le plus élevé du couple. Exactement. Donc en fait, si tu vois, il y a quelqu'un qui gagne 2000 et il y a quelqu'un qui gagne 4000. Bah, la personne qui gagne 2000, si elle était seule, elle adapterait tout son train de vie à ces moyens-là. Et là, en fait, elle doit payer sa part, évidemment inférieure, mais à un niveau de train de vie qui finalement est bien supérieur à ce qu'elle aurait été vraiment dans la possibilité d'avoir. Et donc, en fait, cette répartition, elle est pas souvent si juste que ça, en fait, parce qu'on oublie cette partie un peu invisible, induite. Alors, c'est quand même, je trouve, le système le plus juste, le prorata. Donc, chacun met à son niveau de revenu. Mais voilà, le problème du prorata, c'est que souvent, tu as quand même un effet d'entraînement. Et l'exemple typique, c'est les vacances. Est-ce que la personne qui va gagner 4000 euros, elle a envie d'aller en vacances au camping qui coûte pas cher parce que sa partenaire gagne 2000 euros par mois, tu vois. C'est un exemple. Non. Peut-être qu'elle va dire, bah, moi, j'ai envie d'aller en vacances à Cuba. Voilà. Oui, mais ça coûte cher quand même, Cuba. Oui, mais je paye les billets d'avion, puis je paye l'hôtel, puis toi, bah, tu paieras la nourriture et tout. Bon, bah, super, ok, très bien. Euh, est-ce que ça veut dire que la personne qui gagne 2000 euros, elle va dépenser autant que si elle était partie en camping? Non. Peut-être qu'elle va dépenser plus quand même à Cuba. Même si c'est pas le cas, le problème, c'est que ça crée après souvent, pas tout le temps, mais souvent, un sentiment de redevabilité. Mais quand même, je suis partie à Cuba en vacances grâce à lui, bon, bah, je vais faire la vaisselle. Bon, bah, je vais pas lui demander de payer 50% de ma consultation gynéco. Bon, bah, quand même, je lui suis redevable. Donc, à partir du moment où on est redevable, on n'est plus dans l'égalité. Enfin, on n'est plus dans l'équité, si tu veux. Donc, c'est un prorata qui est juste, mais qui, en fait, génère un sentiment d'inégalité, tu vois, et d'injustice. Ah bah quand même, j'ai eu accès à tout ça grâce à lui. Oui, mais est-ce que cette personne aurait accepté d'aller au camping? Est-ce que cette personne, encore une fois, tu vois, l'exemple de l'appartement aussi, c'est intéressant. Ah bah viens, on va vivre dans un grand appartement et puis moi, je paye 70% du loyer. D'accord, très bien, mais tu vois, il y a un moment où il faut l'assurer, il faut le meubler, voilà. Il faut, tu vois, il y a tous les coûts induits d'avoir un grand appartement qu'il faut meubler, qu'il faut décorer, etc. aussi. Et on a tendance un peu à balayer le sujet en disant, bon, bah, si la personne qui donne le plus n'a pas de problème avec ça, c'est bon. Ouais, sauf que peut-être qu'aujourd'hui, elle n'a pas de problème avec ça, peut-être que dans 6 mois, elle aura un problème avec ça. Peut-être qu'au moment de dispute conjugale, elle aura un problème avec ça. Peut-être que ça peut devenir une monnaie d'échange aussi de dire, mais attends, t'as quand même ce train de vie grâce à moi. Et là, tu vois. C'est-à-dire que très souvent dans les couples, mais c'est notre argent, on compte pas parce qu'on s'aime et il n'y a pas de souci. Et ok. Et puis, parfois, il suffit de très peu de choses pour que notre argent devienne mon argent, grâce à moi. Tu vois, et qu'on change de discours et c'est pas forcément calculé. Je pense que c'est aussi des sentiments très, très humains quand des relations changent. Mais du coup, on se retrouve piégé en disant, mais attends, je pensais qu'on était dans un système juste et là, en fait, tu m'accuses de profiter de toi. Enfin, tu vois, et donc après, tu rentres dans des rapports
de domination aussi. Enfin, tu vois, ça peut vraiment être quelque chose qui vient pourrir les relations. C'est pour ça que euh, le livre, un des premiers objectifs, c'est aussi d'aider les gens à parler d'argent dans leur couple. Parce que pour moi, c'est sain, parce que c'est une forme de reconnaissance de ce qui est amené dans le foyer par chacun, parce que ça permet de valoriser le travail invisible. Ça permet aussi de se dire, bon, bah, qu'est-ce que serait ma vie sans l'autre, tu vois? Si les hommes se disent, bon, bah, qu'est-ce que serait ma vie si j'avais pas ma conjointe qui faisait tout ça? Est-ce que c'est la solution miracle de faire 50-50 pour tout, d'être à une égalité parfaite dans les tâches domestiques, dans les revenus, tout ça? Je pense pas. Je pense que c'est aussi utopique aujourd'hui, tu vois. Mais on peut être dans des schémas où on fait pas tout à 50-50, mais tant qu'il y a la reconnaissance, tu vois, tant qu'il y a des systèmes de compensation qui sont mis en place, tant que, tu vois, l'État aussi peut quand même, encore une fois, évoluer là-dessus et proposer d'autres alternatives, mais déjà en parler, quoi. Déjà essayer de réfléchir aux stéréotypes qu'on a, de se dire, ah mais attends, si elle parle d'argent, c'est qu'elle m'aime pas, c'est qu'elle est pas si attachée, puis c'est qu'elle est quand même encore un peu individualiste et égoïste, donc ça veut dire qu'elle est pas vraiment amoureuse, tu vois. Bon, faut quand même déconstruire ça. Et en plus, pour moi, c'est ça, parce qu'à partir du moment où tu aimes quelqu'un, tu as envie qu'il soit protégé, qu'il soit en sécurité, qu'il ne soit pas lésé, et ça, notamment au cas où il y a des accidents de la vie. Si y en a un qui se fait écraser par une voiture demain, bah, tu vois, et que l'autre ne sait pas où est l'argent, sur quel compte, comment c'est réparti, quels sont, tu vois, parce que tu as aussi ce savoir financier, la gestion de l'argent, qui très souvent est uniquement tenu par les hommes au sein des couples. Alors après, ça, c'est voilà, c'est plus rigolo. Les couples sont riches et plus les hommes s'en occupent. Exactement. Exactement. Alors qu'en fait, parce qu'on va dire, oh, bah, c'est quand même des histoires d'argent, oh, bah, lui, il saura mieux remplir la déclaration d'impôt que moi. On n'est jamais trop de deux pour relire une déclaration d'impôt. C'est aussi se protéger, tu vois, que chacun soit au courant, quels investissements sont faits, tu vois, c'est de la co-responsabilité. Donc c'est quand même plutôt intelligent. Puis surtout, il faut arrêter de se dire que les femmes sont mauvaises en argent parce qu'elles sont les meilleures gestionnaires. C'est-à-dire qu'elles gèrent la situation la plus difficile, c'est quand il n'y a pas d'argent. Et là, on tombe dans les foyers pauvres. Et notamment les familles monoparentales. Donc là, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome Mary Poppins. Tu dois faire advenir des miracles à partir de pas grand-chose. Dans 75% des couples, l'homme gagne le plus. Dans 75% des décisions judiciaires liées à la garde des enfants, c'est donné exclusivement à la mère. Donc, tu vas demander à la personne qui a le moins de ressources financières de faire le plus. Parce qu'au passage, autre statistique, mais au moment d'une séparation, les femmes perdent 20% de leur niveau de vie et les hommes 3%. 3% donc, seulement. Voilà. Et en plus, moi, c'est un peu cette image. Et les hommes le récupèrent plus vite que les femmes aussi. Exactement, ouais. De fait. Pour résumer, si tu veux, la famille, c'est comme une locomotive où on se dit, bon, bah, papa, il est devant, il conduit, c'est, tu vois, la cheminée qui mène le train, sa carrière, son revenu, tu vois, c'est prioritaire. Maman balance du charbon derrière, les enfants sont dans le wagon du milieu, tout le monde est content. Ok, ça c'est bien quand on est ensemble. Quand on se sépare, ce qui se passe, c'est que la locomotive de papa, elle va continuer de fuser parce qu'il a son évolution professionnelle qui est lancée, son avancement tu vois, de revenus, il va continuer à avoir son évolution de salaire, de droit au chômage, des droits à la retraite, encore une fois. C'est lancé. Donc quand on dit je me fais chier à travailler pour ma famille, oui mais tu le fais en ton seul nom, donc ces droits-là, cette sécurité-là, cette richesse-là, elle reste en ton seul nom, donc c'est quand même quelque chose de capital dont il faut se rappeler. La femme, elle reste à quai avec les enfants et elle va continuer à pied, pas du tout le même rythme. T'as moins de ressources, t'as moins de revenus et t'as deux enfants ou des enfants, un enfant à charge. Et la pension alimentaire moyenne en France, c'est 170 € par mois par enfant. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre trop longtemps pour se mettre d'accord que 170 € par mois par enfant, c'est rien. Voilà, quand tu dois avoir un plus grand appartement, plus de dépenses d'électricité, d'eau, plus de nourriture, les cartables, les fournitures, c'est encore une fois l'éphémère et le périssable
que les femmes vont gérer dans la répartition des dépenses, là où les hommes vont plus se positionner sur des gros investissements, des investissements durables et valorisés avec des montants écrits et chiffrés. Voilà, donc en gros, il faut faire plus avec moins. Donc moi, c'est là où j'appelle ça syndrome Mary Poppins. Tu dois te débrouiller. Et si un père ne paye pas sa pension alimentaire, c'est pas à lui d'aller se rendre, entre guillemets, tu vois, à l'administration en disant « je peux pas payer la pension alimentaire, aider mon ex-conjointe qui gère nos enfants parce que sinon ils vont se retrouver dans la panade ». Ça se passe pas comme ça. Un homme, il peut ne pas payer sa pension alimentaire et rester assis sur son canapé, il n'y aura pas de problème. C'est à la femme d'avoir en plus la charge administrative d'aller réclamer des aides, d'aller faire des dossiers, de rappeler, de relancer et tout. C'est là où, en fait, dans les situations difficiles, dans les situations où il n'y a pas beaucoup d'argent, ce sont les femmes qui gèrent et ce sont les femmes qui y arrivent et qui vont se débrouiller à décrocher des aides, à se débrouiller, à prendre plusieurs jobs à temps partiel, à se débrouiller, quoi. Elles se débrouillent, donc elles sont loin d'être nulles en argent. Elles font le travail le plus difficile de gérer de l'argent quand il n'y en a pas. Donc là-dessus, je trouve ça aussi injuste. Enfin bref, parler d'argent dans le couple, s'il vous plaît. je reviens à mon... Ça me fait une bonne transition parce que là, je pense que c'est plus à la journaliste et l'observatrice que j'ai envie de m'adresser. Même pour moi, tu vois, il y a des questions, des remises en question. Parce que ce qui se passe, c'est que le couple, c'est pas juste la mise en couple. C'est pas juste l'arrivée des enfants. Tu vois, il y a une vie de couple. Et la vie de couple, c'est j'ai un boulot, j'en ai pas, je gagne plus, je gagne moins. Tout ça, ça évolue tout le temps, en fait. Et souvent, ce qui est difficile, c'est... alors, il y a la première fois où on va parler d'argent. Il y a la mise en couple quand on va emménager l'emménagement ensemble. Et puis, il y a comment est-ce qu'on remet le sujet sur la table. Alors, comment est-ce qu'on le met quand on l'a jamais mis. Et comment est-ce qu'on remet le sujet sur la table pour faire évoluer les choses. Parce que, tu sais, c'est pas forcément évident. Et puis, il y a aussi plein de gens qui nous écoutent et qui ont dit « Ah, ben, j'aimerais bien ouvrir le débat avec mon compagnon qui, lui, n'a pas écouté le podcast. Je sais que si je lui fais écouter le podcast, il va me dire Qu'est-ce que c'est que cette folle ? C'est quoi ce truc y a-t-il un message subliminal ? Non, pas du tout subliminal. Tu vois, mais en fait, ça peut être un peu violent, je pense, de l'aborder sous cet angle-là. Et je suis heureuse pour tous les hommes qui vont nous écouter et qui sont déjà arrivés jusque-là. Parce que c'est aussi on avait la même discussion avec Héloïse Boll et elle disait mais en fait il y a tellement d'hommes qui juste sont heureux de découvrir ça mais ils s'en rendent pas compte en fait parce que eux-mêmes voilà. Et moi-même, certaines conversations, je réfléchis, tu vois, comment je vais l'amener, comment je vais le mettre sur la table. Il y a des choses qui sont sensibles. Et c'est vrai, moi, tu me dis si tu as remarqué la même chose que moi, mais plus on attend, plus c'est difficile. Plus le couple s'est installé dans un schéma, sans jamais le remettre en question financièrement parlant, plus c'est difficile. Voire même, ça devient à un moment donné impossible de se mettre à avoir des discussions d'argent qu'on n'a absolument jamais eues. Bah, c'est difficile parce que du coup, ça veut dire, ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusque-là, toutes les habitudes qu'on a prises, en fait, ça t'allait pas. Donc, tu vois, c'est plus t'attends, plus la table, elle est lourde à renverser, entre guillemets. Tu vois, plus il y a de choses dessus. Alors, comment faire Très bonne question. Bon, moi, j'ai pas écrit un livre de développement personnel, tu vois, et je trouve qu'il y a des choses auxquelles on peut réfléchir à son échelle. Mais principalement, c'est un sujet de société et c'est aussi un sujet politique. Bon, une fois que j'ai dit ça, je peux quand même dire 2-3 trucs. Pour moi, faut avoir beaucoup d'indulgence quand on aborde le sujet de l'argent dans le couple. C'est jamais une seule discussion. Ça peut être 5, 10, 15, 20 discussions. C'est évolutif, ça change. Je pense qu'il faut juste avoir en tête que ça n'est pas personnel. Ça n'est pas personnel, ça n'est pas contre l'autre. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre, tu vois. Ça, c'est ça qui est difficile aussi. On a du mal à se dépêtrer de ça parce qu'on a tellement été dans cette idée que quand on aime, on ne compte pas. Sauf que c'est très dangereux, tu vois. Alors après, pour amorcer la conversation, on peut, tu vois, amener des bénéfices communs. Je pense que ça serait plus sain pour nous deux de réviser notre gestion du budget. Je me demande si c'est vraiment équitable pour nous deux. Parce que je pense que les hommes ont aussi à gagner, en fait, là-dedans. Tu vois, même si, alors peut-être pas financièrement, mais tu vois, par exemple, des couples où
voilà, il y en a un qui a la plus grosse carrière et qui se dit je peux pas démissionner et prendre une année sabbatique. Peut-être qu'en fait, avoir cette conversation, ça va aussi lui ouvrir des options où il va se dire on peut peut-être vivre autrement et peut-être que j'ai plus de choix que ça lié à ma vie professionnelle, tu vois. Euh, En fait, il ne s'agit pas d'accuser l'autre, encore une fois, c'est pas un complot où, tu vois, les hommes se sont réunis en disant ah, comment on va les arnaquer et tout. Donc, on peut, on peut très bien ouvrir cette conversation en disant écoute, en fait, je me pose des questions. Tu sais, moi, je trouve ça toujours bien d'en parler avec le doute, tu vois. Parce que faut arriver à une discussion, à un compromis, à quelque chose qui soit acceptable pour les deux. Si tu arrives en disant c'est dégueulasse, qu'on fait 50-50 alors que je gagne 40% de moins que toi, non mais attends, c'est n'importe quoi. Bon, même si c'est vrai, même si les chiffres sont là, évidemment, le premier réflexe de la personne, ça va être de se mettre sur la défensive. Et de dire, attends, ça veut dire que tu m'accuses de quoi, mais je paye plus souvent le restaurant, mais je paye plus souvent, tu vois, enfin, admettons, tu vois, ce genre de choses. Donc, en parler posément. Et puis après, vraiment mettre tout sur la table, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'argent qu'on dépense, il y a aussi ce qu'on fait. Et les tâches domestiques. Et ce qui est intéressant, c'est de se mettre un peu dans des petits scénarios, genre, comment tu vivrais si j'étais pas là, tu vois. Ça, c'est... Bon, c'est quand même quelque chose d'assez drôle à imaginer. Il y a plein d'hommes, quand leurs conjoints ne sont pas là, ils commandent à manger. Où ils vont, voilà, ils vont payer une aide ménagère. Ils vont Oui, il faire laisse la appel à une vaisselle traîner babysitter. pendant 5 jours. Ou ils laissent la vaisselle traîner pendant 5 jours aussi, c'est une option, mais si tu veux, parfois ils payent. Ils payent Mm. plus. Et quand tu payes, et ben, du coup, tu économises moins. Donc tu te rends compte aussi. Donc ça, c'est pas mal de se dire, attends, comment tu ferais si j'étais pas là? Est-ce que tu mangerais des pâtes tous les soirs? Tu vois? Enfin, c'est hyper caricatural ce que je dis, mais en fait, c'est tellement vrai, tu vois? Euh, enfin voilà, quand tu te retrouves dans des situations où, tu vois, je sais pas, t'es en voyage professionnel ou t'es éloigné de ton conjoint, enfin, je sais pas, il commande vachement, quoi. Allo, Uber Eats, Deliveroo et tout ça. Donc, c'est intéressant de penser à ça, tu vois, pour vraiment voir tout ce qu'il y a dans le panier commun, à la fois en argent et aussi en dons invisibles, de ce qui est donné ou Mm. pas. La contraception, ça en fait partie, tu vois. De dire, attends, en fait, moi, ça me coûte cher le gynéco, tout ce travail contraceptif. Ça serait quand même normal qu'on répartisse les dépenses, tu vois. De repenser, voilà, qui fait quoi en tâches domestiques, est-ce qu'on peut pas équilibrer, de repenser aussi la répartition des dépenses. Et ça peut être un truc assez malin, c'est-à-dire que en général, donc les femmes vont dépenser l'argent pour le foyer dans tout ce qui est éphémère et périssable, donc les courses, les fournitures, c'est ce que j'appelle Madame PQ. Et à côté, tu as Monsieur Voiture, je vais acheter la voiture, l'assurance vie, les vacances, payer les impôts, tu vois, les gros postes de dépenses qui du coup sont valorisés. Et au moment où tu te sépares et que tu as ton conjoint qui dit mais moi j'ai payé les impôts pendant 7 ans et toi tu dis mais moi j'ai fait les courses alimentaires, y a de bonnes chances que tu aies un avocat en face de toi qui dit oui enfin bon madame, 3 paquets de boulgour versus les impôts c'est quand même pas du tout pareil, tu vois. Non, oui évidemment. Parce que peut-être que lui, il a jamais fait de courses alimentaires. Bon, bref, je dérive. Mais donc, quand tu es aussi, c'est de répartir les dépenses. Si on achète une voiture, bien veiller à ce qu'il y ait les deux noms tu vois, dans l'acte de propriété de la voiture. Et puis peut-être dire à la personne, moi j'aimerais bien que tu aies aussi plus l'habitude, pour que tu te rendes compte aussi des dépenses des courses alimentaires. Ça veut dire que la personne elle va être obligée de faire les courses alimentaires. Donc tu as ce que tu dépenses qui est aussi lié à ce que tu fais. Donc ça peut être pas mal de dire, tiens, cette année c'est moi qui vais m'occuper de payer les impôts. Bon, même si c'est toujours mieux de relire à deux, hein. C'est moi qui vais payer les impôts et puis toi tu vas gérer un autre truc qui en fait est beaucoup plus Mm. chronophage, tu vois, que les impôts. Voilà, après franchement ça prend du temps et puis déjà il y a tellement de trucs à détricoter et notamment tu vois au niveau de l'imposition, t'as ce truc hyper pervers du taux personnalisé versus taux individualisé où tu comprends rien. Il y a plein de couples qui en fait mettent en commun leurs ressources, ont le même taux d'imposition et en fait c'est hyper défavorable aux femmes parce qu'elles gagnent Mm. moins mais elles sont du coup plus opposées puisque le revenu plus élevé de leur conjoint a fait augmenter leur taux d'imposition. Ça aussi, tu vois, tu peux dire, en fait, moi, je préfère qu'on fasse des taux séparés parce que ça m'est hyper défavorable. Moi, je trouve aussi quelque chose qui est juste au moment de penser à la gestion du budget, c'est pas tant de voir qui a quoi, qui peut dépenser quoi, mais de se fixer
un niveau d'épargne pour chacun, tu vois. Dire, voilà, on a des écarts de salaire, mais ce qui nous semble juste, c'est que chacun arrive un peu à épargner chaque mois. Et combien, tu vois. J'avais des couples dans mon audience qui m'avaient partagé ça. Je trouvais ça assez smart et j'avais jamais pensé. C'est de se dire, bon, bah, on prend sur nos salaires chacun en fait, la même somme. 200, 300, tu vois, quelque chose qui est faisable pour tout le monde. On met chacun ça, tu vois, c'est notre épargne. Et en fait, tout le reste, on met en commun. Ouais. Tu peux faire ça. Alors après, est-ce que tu mets la même somme d'épargne ou est-ce que tu mets au prorata de ce que chacun gagne, ça? En fait, il n'y a pas une bonne gestion de budget. Il y a autant de bonne gestion de budget qu'il y a de situations. Tu vois, donc ça dépend aussi si... Tu vois, je sais pas, si par exemple, il y a du patrimoine. Si tu n'es pas marié, que tu es à temps partiel, avec 2 enfants, avec un homme qui gagne beaucoup plus que toi, bon, bah là, tu te dis, en cas de séparation, concrètement, tu es un peu à poil, quoi. Enfin, voilà. Peut-être que dans ces cas-là, la solution, ce sera d'ouvrir un truc d'investissement, mais juste à ton nom. Ou d'investir dans un bien. Alors, ce qui est pénible, en fait, c'est que quand on parle, tu vois, des solutions, ça suppose qu'on a de l'argent pour investir, pour avoir du capital, pour acheter des appartements et faire des placements, tu vois. Alors qu'il y a plein de couples où c'est pas le cas. Mais en tout cas, trouver des manières de compenser et de sécuriser des placements ou de l'argent pour la personne qui, tu vois, se retrouverait vraiment le plus en difficulté en cas de séparation. Ça aussi, c'est un très bon scénario à faire. Si on se sépare demain, comment est-ce qu'on va vivre chacun tu vois, mais il faut du temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas avoir ces conversations parce qu'elles supposent, syndrome de la boule de cristal, elles supposent avant même d'y avoir vraiment réfléchi que, au fond, elles profitent quand même un peu de l'argent de leur conjoint, donc vaut mieux pas trop la ramener. Bah, en fait, encore une fois, quand vous ouvrez la boîte de Pandore de tous les dons invisibles et de l'argent que vous ne touchez pas parce que vous avez fait tel ou tel choix dans le couple, là, je pense que toutes les discussions sont permises. Allez-y. Vous pouvez aussi offrir mon livre à votre conjoint en lui mettant une super dédicace. Je t'aime, mon amour, voilà, pour faire passer la pilule. Mais encore une fois, c'est pas un livre... C'est sûr qu'il y a beaucoup de colère dans le ton du livre parce que moi, j'ai essayé de faire un livre objectif avec des stats et des chiffres et de parler le langage froid de l'argent. Mais en fait, en voyant tout ça, on ne peut pas s'empêcher d'être en colère, je trouve, parce que les faits sont là. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout dirigé contre les hommes. C'est plus un système de société et qui peut leur bénéficier, dont le changement de cette société peut leur bénéficier à eux aussi et leur ouvrir plus d'options. Donc là-dessus, n'ayez pas peur, messieurs. Voilà. Merci, Lucille. Je t'en prie pour cette petite page publicitaire de fin. Écoute, où est-ce que, si les gens ont envie de suivre ton travail, si les gens ont envie de... T'es sur Instagram? Ouais, sur Instagram principalement. Je suis aussi sur LinkedIn. Sur Twitter, franchement, je suis complètement inactive. Mais sur LinkedIn, ouais. Sur Instagram, voilà. Donc, Lucille c'est pas mal. Voilà, vous avez juste à la retrouver. Quand j'ai dit que je préparais cet épisode, j'ai plein de femmes qui m'ont écrit « Ah, elle est géniale, j'ai trop hâte !» Il y en a qui m'ont dit « Ah, j'ai lu son bouquin !»« Ah, j'ai pas lu son bouquin, je suis trop contente !» Ah, c'est vrai, cool. Eh ben, lisez mon livre. Non, je fais ça. Mais, non, mais merci pour l'invitation. J'ai l'impression d'avoir fait des tunnels de parole à certains moments, comme ça m'arrive souvent. Mais je suis très passionnée par le sujet, donc voilà. Ça s'entend. Ouais, mais c'était un plaisir de venir en parler chez toi, du coup. Et c'était un plaisir de te recevoir. Je te remercie infiniment. Donc, vous savez maintenant où trouver Lucille. Et voilà. Donc, je te remercie. Je te dis ciao, bye bye. Et aux auditeurs, pareil. À très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Et bonne discussion en couple. Je suis heureuse que vous soyez arrivés jusqu'au bout parce que je sais que tout n'est pas facile à entendre et à digérer dans cet épisode, comme quand moi j'ai lu le livre de Lucille d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager, peut-être avec votre entourage ? Quelle ligne avez-vous envie de faire bouger dans votre couple ou, pour ceux qui sont célibataires, dans
votre façon de fonctionner. Moi, je suis en préparation d'un programme dédié au couple, dédié à l'équilibre financier au sein du couple. La seule chose que je sais, alors ce programme n'a pas de nom, il n'a pas de date. La seule chose que je sais, c'est que ce sera pas avant la rentrée de septembre 2022. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ça vous intéresse pour en savoir plus le moment voulu. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.